circulaire régulièrement saisie à l'égard de toutes les parties sur le registre contradictoire à l'audience de séjour, qui revient pour la plaidoirie, n'est-ce pas? Pour ne pas perdre du temps, parce qu'il y a plusieurs chambres aussi de plaidoirie. Il y a une objection? Non, non, nous avons communiqué à la partie demanderesse nos pièces de conclusion depuis le 3 septembre 2025. Et ils n'ont réagi que hier, à 12 h, où ils ont déposé au cabinet leurs conclusions. Et je voudrais que ça soit acté qu'ils ont déposé ces conclusions hors délai de la loi. Parce que la loi prévoit aussi que les conclusions puissent être déposées au cabinet 72 heures. Dans les 72 heures. Vous noterez qu'ils nous ont déposé la conclusion hier et avec l'échange avec le confrère, on leur avait demandé si quand même ils vont renoncer à leur conclusion. Mais s'ils ne renoncent pas à leur conclusion, nous ferons état de cela devant le tribunal pour que ça soit tout simplement rejeter le moyen qu'ils vont développer. C'est un moyen exceptionnel, extraordinaire, Monsieur le Président. Lorsque nous avions pris la parole pour la première fois, nous avions dit que certainement nous avons communiqué nos moyens parce que c'était en repli à leur conclusion. Lorsque nous avions communiqué les pièces, la défenderesse a pris plus de 1 mois pour nous communiquer leur conclusion. Plus de 1 mois. Alors, lorsque nous avions reçu leurs conclusions, Monsieur le Président, nous sommes pendant les vacances judiciaires, les avocats peuvent aussi se reposer. Hier, nous avons conclu et communiqué. Mais on n'a pas contraint la partie défenderesse à plaider à cette audience. On n'a pas contraint la défenderesse à plaider. Si elle-même, malgré la communication, quoique tardive, voudrait plaider, mais plaidons, Monsieur le Président. C'est quel moyen extraordinaire de demander à la Cour, au tribunal de séance, de rejeter nos moyens parce que nous avons communiqué en retard. C'est irrélevant, c'est superfétatoire. Vous avez, puisque c'est une observation, vous n'allez même pas tenir compte de ça. Monsieur le Président, invitez-nous à plaider et nous allons être très brefs. Vous n'avez pas contraint à plaider ces jours. Si vous accusez les plaider, pourquoi dire de rejeter leur conclusion? Donc, si vous avez un mot à dire, vous le dites. Nous dirons seulement que nous avons fait notre observation qui est de droit. Et la loi impose à ce qu'on puisse communiquer les pièces de conclusion dans les 72 heures. Mais si le tribunal estime qu'il ne donnera pas gain de cause de cela, nous tirerons les conséquences de cela. Nous n'en disconvenons pas. La loi dit, la loi dispose que les conclusions doivent être déposées dans les 72 heures. Parole de la partie défenderesse qui du reste vient ou venait de faire une observation par devers votre tribunal. De l'autre côté de la barre, la partie demanderesse vous a bel et bien dit qu'elle n'a pas contraint la partie demanderesse à plaider à l'audience de séjour. Pourquoi? Parce qu'elle sait pertinemment que les conclusions lui ont été communiquées de manière tardive. Et par conséquent, c'était à la partie défenderesse de solliciter par devers votre tribunal peut-être une remise, question pour elle de bien faire observer le temps ou la loi, question pour elle de bien examiner les conclusions et aussi de répliquer à ces dernières. À l'audience de séjour, Monsieur le Président, il suffirait, si bel et bien cela était possible, à la partie défenderesse, de bien vouloir demander à votre tribunal une remise, question pour elle d'aller se préparer, soit aussi que cette dernière comprenne que ces observations ne peuvent pas être prises en compte par devers votre tribunal et que la plaidoirie ait lieu en bonne et due forme. Nous avons dit. Le tribunal constate que la partie défenderesse, en suivant cette observation, n'a pas l'intention de solliciter une remise. Parce qu'elle voudrait bien solliciter une remise, elle le ferait sans problème. Et accepter de plaider à ces jours, donc cela couvre la tardivité, n'est-ce pas, de la conclusion de la partie demanderesse, encore que c'est une réplique. Parce que c'est la partie demanderesse qui commence à communiquer ses moyens, et la partie défenderesse
réplique à ces moyens. Donc, l'État va tenir compte des conclusions de la partie demanderesse parce que la partie défenderesse est d'accord et prête à plaider à ce jour. Merci beaucoup. La parole est accordée à la partie demanderesse pour présenter ce mois. Nous avons organisé notre plaidoirie. Mon estimé distingué confrère va faire la narration de fait. Le président, distingué membre de la composition, monsieur l'organe de la loi, tout commence le 15 juillet 2016, date à laquelle un contrat de travail fut dûment conclu entre la requérante et la défenderesse Université catholique du Congo en qualité de secrétaire au grade d'attaché de bureau de premier degré. À partir de l'année 2017, son ex-employeur à l'Université catholique du Congo décida de l'affecter à la faculté d'économie et développement au sein du principal site délimité afin d'y assurer les fonctions de secrétaire. Après plusieurs loyaux services rendus, Monsieur le Président, le même ex-employeur décida cette fois-là de lui confier la gestion du secrétariat de la même faculté économie et développement au sein de 2 sites différents, le site principal délimité et celui de Mongafula. Malgré, Monsieur le Président, les différentes demandes de renfort sollicitées par le doyen de l'époque, eu égard au volume impressionnant du travail, la requérante continuait quand même, faute d'aide, à assurer seule les fonctions qui lui avaient été confiées. Il va de soi, Monsieur le Président, que les pressions psychologiques subies par la requérante dues à la fonction qu'elle occupait au sein de la plus grande faculté de l'Université catholique et surtout les fonctions qu'elle exerçait dans 2 sites différents se trouvant l'un à l'opposé de l'autre ont fini par toucher grièvement à la santé de la requérante. Monsieur le Président, en réalité, tout commence à basculer à partir du 13 novembre 2023. Suite à une crise de tension, la requérante est contrainte d'être hospitalisée à l'hôpital Masaki, non loin de chez elle, et au plus tard transférée à l'hôpital Bondeko, clinique Bondeko, afin d'y recevoir les soins appropriés dus à une maladie de cardiopathie ischémique. Monsieur le Président, tout justement quelques jours après sa sortie de l'hôpital, en date du 16 novembre 2023, la requérante s'est présentée devant le chargé des ressources humaines afin de lui faire part de son état de santé alarmant et par la même occasion lui présenter le certificat médical signé par son médecin, lequel lui recommandait un strict repos de 14 jours. Mais il s'est avéré ce jour-là, comme l'a fait remarquer le chargé des ressources humaines, que ces certificats médicaux n'étaient pas conformes à la convention collective de l'Université catholique qui voudrait que ces certificats médicaux soient signés par 3 différents médecins. Chose que la requérante ne tarda pas à faire, parce que plus tard, elle se présentera avec un certificat médical signé par 3 médecins et lequel lui recommandait un strict repos de 14 jours et ne reprendre ses activités qu'après contrôle, et seulement si les résultats s'avéraient positifs. Mais chose étonnante, Monsieur le Président, tout justement un jour après que la requérante de se présenter auprès de son ex-employeur pour lui faire part de son état de santé, elle reçoit une injonction, Monsieur le Président, en date du 17 novembre 2023. Une injonction cruelle, Monsieur le Président. Une injonction blessante, l'obligeant même à fouler au pied les strictes recommandations de son médecin. Une injonction, Monsieur le Président, inhumaine, faite avec des mots cruels. Je cite, mais Monsieur le Président, c'est comme si la santé de la requérante n'avait aucune valeur aux yeux de son ex-employeur. C'est comme si la vie même de la requérante n'avait aucune valeur auprès de celui-ci. La requérante a été obligée ainsi à se présenter afin de procéder à la remise et reprise avec une certaine Madame Fanny Sarou. Chose qu'elle a pu faire, elle l'a fait parce qu'elle était obligée. Mais Monsieur le Président, la requérante ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'en date du 22 novembre 2023, elle écrit encore une fois de plus au secrétaire général administratif afin de solliciter le repos médical conformément au certificat médical qui est dûment signé par 3 différents médecins. Mais silence, Monsieur le Président. Un énorme silence fut observé de la part du secrétaire général administratif. Face à cet énorme silence effrayant d'ailleurs, la requérante n'a pas pu s'arrêter
elle a continué encore, on doit du 23 janvier 2024. Et ce jour-là, elle écrivit une fois de plus au secrétaire général administratif pour cette fois-là solliciter l'accompagnement dans le soin médicaux qu'elle devait recevoir. Mais Monsieur le Président, un énorme silence est encore observé de la part de son ex-employeur. C'est comme si le silence est en réalité de coutume de la part de la défendresse. Un énorme silence, Monsieur le Président. Et par la même occasion, elle avait aussi présenté les factures médicales afin que l'université catholique puisse donner des moyens pour qu'elle puisse payer ses médicaments. Monsieur le Président, toujours rien. Alors que la requérante avait agi non seulement conformément au Code du travail en vigueur, mais aussi conformément à la convention collective de l'université catholique, dans son article 43 qui dispose ce qui suit. L'employeur supporte le soin médical dispensé à son personnel. Et le point de renchérit ce qui suit, l'employeur intervient éventuellement dans les frais de déplacement occasionnés par les nécessités médicales. Mais Monsieur le Président, l'ex-employeur de la requérante n'a pas pu obéir ni au Code du travail en vigueur, encore moins à la convention collective de sa propre université, sa propre convention collective, Monsieur le Président. C'est ainsi, Monsieur le Président, que face à cette forte négligence de la part de son ex-employeur, face, Monsieur le Président, au refus tapant de la part de son ex-employeur d'assurer le soin de santé de la requérante et de lui octroyer le repos médical, la requérante ne voyait plus comment continuer à exercer ses contrats de travail qu'il unissait avec l'université catholique, et elle résilia en date du 1er février 2024, conformément aux articles 72 et 73.c du Code du travail. Elle résilia le contrat de travail qu'il unissait avec l'université catholique. Et au plus tard, Monsieur le Président, toujours dans le souci de bien faire les choses, Monsieur le Président, la requérante, elle se présenta devant son ex-employeur afin de solliciter un arrangement à l'amiable. Mais vous constaterez encore une fois que le silence est de coutume de la part de l'Université catholique du Congo. Et nous le savons tous, Monsieur le Président, qu'en matière administrative, le silence vaut rejet ou refus. C'est ainsi que la requérante saisit l'inspecteur du travail. Et l'inspecteur du travail, en date du 10 décembre 2024, il constata la mauvaise foi manifeste de l'employeur et a établi un procès verbal de non-conciliation du litige individuel. Je passe la parole à mon estimé confrère. Que malgré les tentatives de conciliation devant l'inspecteur du travail conformément à la loi, aucune conciliation n'a été constatée. D'ailleurs, l'employeur brillait de par son absence et qui boycottait même les invitations de l'inspecteur du travail. Et celui-ci, Monsieur le Président, on va établir le PV de non-conciliation et c'est ce qui va nous permettre de vous saisir. Et donc, sur le plan de la forme, Monsieur le Président, vous constaterez que cette affaire, cette cause a bel et bien respecté et qu'il est amplement recevable. Mais face à ce moyen, Monsieur le Président, face à la demande de la demanderesse, voici la réaction de la défendresse. En réagissant, Monsieur le Président, la défendresse va soulever son unique moyen tiré d'irrécevabilité de notre action, de l'action de la demanderesse, de l'action de son ex-employé, celle qui a tout donné pour l'université de Kinshasa et l'université catholique, allais-je dire. Ce moyen, Monsieur le Président, est intitulé l'irrécevabilité de la présente action tirée de la violation de l'article 194 du Code du travail. Donc, en réplique, pas en réplique, en réaction à notre demande, la demanderesse voudrait que vous puissiez déclarer irrécevable notre action au motif que l'inspecteur du travail, M. Alain Balomba, n'a pas prêté serment. Donc, quelle est notre réaction? D'abord, nous commençons par dire que
Le Code du travail date de 2002 et modifié en 2016. Ce qui revient à dire que lorsque le Code du travail fut promulgué et est devenu effectif, la loi ne peut pas rétroagir. C'est pour l'avenir. C'est pour tous les inspecteurs généraux qui viennent entrer en fonction et respecter, Monsieur le Président, les prescrits de cette loi. Mais Monsieur Alain Balomba, inspecteur du travail, a une ancienneté, Monsieur le Président, de plus de 25 ans. Le Code du travail est venu en 2002 le trouver dans ses fonctions, pendant l'exercice de ses fonctions. Et raison pour laquelle, Monsieur le Président, lorsque vous lisez le PV de non-conciliation, il a clairement renseigné qu'il est dûment, Monsieur le Président, je voudrais insister sur le mot dûment assermenté. L'inspecteur du travail vous dit qu'il est dûment assermenté. Et il renseigne les numéros de sa prestation, de son PV de prestation. Qu'est-ce que nous pouvons encore rajouter, Monsieur le Président, votre honneur? Nous sommes des juristes, nous sommes méticuleux, nous sommes maniaques de la précision. Monsieur le Président, l'article 194 dit ce qui suit. Avant leur entrée en fonction, les inspecteurs et contrôleurs du travail prêtent serment suivant. Je peux directement aller à la linéa qui nous concerne. Ce serment est prêté par écrit devant la cour d'appel et copie en est versée au dossier administratif de l'agent. Nulle part la loi impose à l'inspecteur du travail de renseigner dans le PV de conciliation ou de non-conciliation qu'il a prêté serment devant la cour d'appel ou quoi que ce soit. Nulle part l'obligation est faite à l'inspecteur du travail. Mais la loi impose plutôt, Monsieur le Président, à l'inspecteur, lorsqu'il a prêté serment, de verser copie de son PV dans son dossier administratif. Dans son dossier administratif. Mais, Monsieur le Président, l'inspecteur a dit qu'il a dûment prêté serment à son entrée en fonction. Je pèse sur mes mots et je suis méticuleux sur les mots en français. Le français est un moyen qui peut voiturer le droit. Mais cela nous aide, Monsieur le Président, de situer aussi les contextes du droit. Parce que c'est en français que nous exprimons en droit. Dûment assermenté et à leur entrée en fonction. Alors que Monsieur l'inspecteur avait prêté serment conformément à la loi à son entrée en fonction. Et pour chuter, Monsieur le Président, mais si la défendresse conteste la qualité du défendeur, de l'inspecteur, mais Actorin Kumbi Probatio, qu'ils apportent la preuve contraire en matière du travail, sont soumis d'abord à l'appréciation de l'inspecteur du travail dans la phase de conciliation. Même les moyens de la défendresse doivent être préalablement soumis dans la phase de conciliation. Et le moyen aussi soulevé ou à soulever par la défendresse doivent être soulevés devant l'inspecteur du travail. Mais ne l'ayons pas fait. Monsieur le Président, non seulement vous allez constater qu'il y a absence de preuves. Absence de preuves. Actorin Kumbit Probatio. Ils n'ont pas de moyens de preuve pour contrecarrer la version, Monsieur le Président, de l'inspecteur qui renseigne qu'il est dûment assermenté. Donc, nous, en tant que démontreuses, nous, en tant que partie, on ne pouvait pas nous soumettre à cet exercice-là. On ne pouvait pas nous soumettre à cet exercice-là. Pour se soulever devant votre cour, votre tribunal allait se dire, j'excuse, est recevable, mais vous le direz non, alors non fondé. Deuxième moyen, Monsieur le Président, soulevé par la défendresse face à notre demande. Le deuxième moyen, Monsieur le Président, la défendresse prétend que cette demande n'est pas fondée du fait de la résiliation du contrat de travail par notre cliente, par la défendresse, tirée du caractère abusif. Et qu'est-ce qu'il veut exprimer en disant ou en soulignant le caractère abusif? Il prétend, ou elle prétend, la défendresse, que la résiliation est abusive du fait que le contrat avait été résilié pendant la période de la suspension du contrat de travail conformément à l'article ou en violation de l'article 60 du Code du travail. Mais, Monsieur le Président, votre honneur,
la question à poser, quand est-ce que le contrat est suspendu en matière, dans le cas sous examen? La démondresse est tombée malade, hospitalisée. Les médecins signent le rapport et exigent que celle-ci observe un strict respect de son repos médical. Et la démondresse se présenta devant son ancien employeur. Lui donne le rapport. Messieurs l'employeur, je veux en tout cas observer le repos parce que je suis malade. On dit non, 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 non. Nous sommes respectueux de la loi. La convention collective voudrait que ce PV ce rapport soit signé par 3 médecins. Mais, Monsieur le Président, elle va obtempérer. Elle va venir avec un PV signé par 3 médecins. Pendant tous ces temps, l'employeur n'a pas réagi à sa demande. C'est-à-dire que le repos médical n'avait pas été autorisé. Et par conséquent, comment on peut parler de la soi-disant suspension du contrat de travail? C'est absurde. Mais ce qui est grave, Monsieur le Président, la défendresse, c'est l'université catholique. Les prêtres sont des gens cartésiens. Moi, je suis le produit, le fruit des prêtres, des catholiques. Mais le prêtre, c'est permettre, Monsieur le Président, de mentir. Ils vont nous communiquer une attestation. D'ailleurs, c'est ce qui fait en sorte qu'ils essayent d'asseoir leurs moyens. Se permettent de mentir. Pourquoi nous disons, Monsieur le Président? Merci vous plaît, Monsieur le Président. Je dois quand même avoir la latitude de plaider. Monsieur le Président. Il est quand même. Moi, je parle de la défendresse, Monsieur le Président. Ça, c'est court-circuiter mes pensées, Monsieur le Président. C'est un préjudice. Une pièce qui était ici, je parlais de la pièce, Monsieur le Président. Je parle rapidement. Je retire avec toute élégance. Je retire avec toute élégance. Nous parlons français, Monsieur le Président. La défendresse va nous communiquer, Monsieur le Président, une pièce sans accuser de réception de la défendresse. C'est grave. C'est même gravissime, Monsieur le Président. C'est une attestation. Voilà, ils ont court-circuité mes pensées, maintenant je perds même le trait. Monsieur le Président, je vais produire cette pièce-là. Le temps que mon confrère me retrouve ça. On va nous bondir, nous communiquer une attestation de congé octroyée par la défendresse à ma cliente, qui n'est pas signée. Mais en quelle date? Monsieur le Président, il n'y a pas de crime parfait. En date du 16 novembre 2020. C'est ça. Cherche ça. En date du 16 novembre, une attestation. Mais maintenant, Monsieur le Président, c'est en cette date-là que lorsque la démondresse, la requérante dans la présente cause, Monsieur le Président, votre honneur, s'est présentée devant l'ancien employeur. C'est en cette date-là que le médecin avait signé le rapport médical. Et c'est en cette date-là que l'employeur a refusé de réceptionner le rapport médical signé par l'unique médecin. En date du 16. Lorsque la démondresse va se retourner, il va revenir auprès de son médecin traitant. Monsieur le Président, voici l'accusé de réception de la lettre. Signé. On est du 21 novembre. Et le 22, monsieur, cette version, de manière chronologique, expose l'intention, la mauvaise intention, la mauvaise foi de la défendresse. On est du 22. Le 21, le 22. La démondresse va écrire, solliciter le repos médical. Parce que moi, comment je suis en vacances et je dois en réalité observer ce temps-là de repos. Mais malgré ça, Monsieur le Président, on va inviter la démondresse à opérer, monsieur, comment on appelle ça? La remise et reprise avec un autre. Elle va être changée de son poste en cette date-là.
Mais comment expliquer qu'en cette même date du 16, pendant qu'elle-même a refusé de réceptionner, va établir une attestation de congé? Monsieur le Président, vous allez constater que nous réservons le droit, la défendresse, allais-je dire, se réserve le droit d'attaquer en faux ce document. Et même en usage de faux pour ceux qui en ont fait usage, Monsieur le Président. Parce que c'est une pièce qui n'est pas signée et donc il n'y a aucun accusé de réception. De la résiliation du contrat pendant la période de la suspension du contrat, Monsieur le Président, pendant la période de la suspension du contrat en cette date-là. L'imprécision du motif. Alors que l'article 72 concerne la personne qui se permet de résilier le contrat dans le 15 jours après la découverte de ces faits-là. Nulle part on dit de la précision ou de l'imprécision du motif de résiliation de contrat. C'est extraordinaire. Tout ça, c'est pour chercher à étouffer la défendresse qui souffre là où elle est, à cause de la négligence notoire, du refus d'apporter le soin de santé à ma cliente, du refus de lui octroyer le repos médical sans preuve. Nous reviendrons sur ça. Je sais que la défense va tabler encore sur ça. Donc, au regard de tout ça, Monsieur le Président, vous allez constater que ce moyen est recevable, mais non fondé. Je ne sais pas, l'autre moyen tiré du rejet de la demande de condamnation de sa condamnation à 36 mois. Mais Monsieur le Président, 36 mois n'est que la conséquence de la faute lourde. Lorsque vous êtes poursuivi pour faute lourde, la sanction c'est quoi? N'est-ce pas que c'est le 36 mois de la dernière rémunération de la présence de la démondresse? Nous serons prolux dans nos notes de plaidoirie, Monsieur le Président. Ce moyen est recevable, mais non fondé, au regard de tout ce que nous avons développé. Il y a encore pour ne pas monopoliser la parole, je vais rapidement disposer parce que, Monsieur le Président, vous allez constater que il y a faute lourde dans le chef de la démondresse. Il y a faute lourde. Quelle négligence! La défendresse se permet de violer sa propre convention collective. La convention, elle est là, Monsieur le Président. La convention collective, elle est là. L'article 43 est clair là-dessus. L'hôpital Bondeko ne reçoit que de petits soins. Voyez-vous, vous avez mal à la tête, vous allez à Bondeko, on vous soigne. Et très souvent, c'est aux frais d'abord de la démondresse. Et puis, après beaucoup de gymnastique, la défendresse va essayer de rembourser les frais. Mais lorsque le médecin a dit que pour ce cas, il faut des soins appropriés, silence radio de la part de la défendresse, évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, est clair de la convention collective, sa propre convention collective. Article 43. Monsieur le Président, que dit cet article? Voilà. Intitulé de cet article, des soins de santé. Voilà. Des soins de santé. Mais que dit cet article? L'employeur supporte au pluriel, les soins médicaux dispensés à son personnel et aux membres de leur famille pendant le congé. L'agent et sa famille ont droit aux soins médicaux dans la formation médicale agréée par l'université. En cas de congé hors du lieu de travail et en RDC, les soins de santé sont soumis à l'aval préalable de l'employeur qui pourra participer aux frais engagés par son personnel dans les limites de l'acceptable et ce, après vérification des pièces y afférentes. Mais je pars par le point qui nous concerne, le point C, le point B, le point D. L'employeur intervient éventuellement dans les frais de déplacement. Quand on dit éventuellement, c'est-à-dire au moment de la rédaction de la convention collective, l'homme était au centre, homocentrique. C'est-à-dire que la valeur, la condition humaine était au centre de leur réflexion. Et ils ont dit que l'employeur pouvait éventuellement aider l'employé à se déplacer pour aller se faire soigner. Mais devant le silence de l'administration, ça vaut rejet. Deuxième chose,
Il n'a jamais perçu son décompte final, Monsieur le Président. Jusqu'à ce jour. Jamais perçu le décompte final. Troisième jour, il refuse d'octroyer le repos à son employé, quoique recommandé par les médecins. Alors, au regard de tout ça, Monsieur le Président, vous allez dire simplement, nous allons disposer, Monsieur le Président, nous n'allons pas plaise à votre tribunal décéant de dire recevable et amplement fonder la présente action, peut-être que mieux, justement par la démontresse. Vous allez constater, Monsieur le Président, la faute lourde dans le chef de la défendresse. Vous allez condamner celle-ci au remboursement de la modique somme de 500 $, qu'elle a quand même, malgré elle, déboursé le peu de moyens qu'elle a. Le peu de moyens qui pouvaient servir à acheter même les pondous et les matembele pour les enfants. Mais pour essayer de se faire soigner en attendant la réponse de son employeur. Les factures sont bel et bien dans l'administration de la défendresse. Vous allez le condamner à rembourser cette modique somme de 500 $, Monsieur le Président. Vous allez condamner la défendresse naturellement au paiement de 36 mois, équivalent, n'est-ce pas, à sa dernière rémunération, Monsieur le Président. Et puisque devant cette négligence notoire qu'ils ont failli, qui a failli, Monsieur le Président, coûter la vie à la défendresse, elle ne serait plus en vie en ces jours que nous nous parlons. Elle ne serait plus en vie. Et qui allait prendre soin de ses enfants? Personne. Personne n'allait prendre soin de ses enfants. Elle a souffert. Et au vu de toutes ces souffrances, vous allez condamner la défendresse au paiement de la modique. Alors, la modique somme de 50 000 $, payable en francs congolais. Pour tout ce préjudice, nous avons dit, Monsieur le Président. Conclusion. Et passe la parole à la défendresse pour D'abord, depuis d'abord, j'ai aimé le recteur du confrère. Apparemment, il avait vraiment bien préparé son recteur, mais qui s'est quand même un peu à la fin transformé en un ponceau. On pouvait même dormir. Le confrère a commencé par dire d'abord que la partie défenderesse a brillé par son absence lors de la procédure de la conciliation. Je n'aimerais pas, pour être indécent, en face d'un confrère, nous rappeler que lorsque un inspecteur établit un procès verbal de non-conciliation, ça veut dire que la partie s'est présentée. Si la partie défenderesse n'était pas présentée... Vous parlez de la demanderesse là. Oui, je parle de la partie démonderesse. Ouais. Je parle de la Quand partie vous parlez des démonderesse. confrères, c'est Oui, c'est le confrère a pris la parole de je parle de la défenderesse. la demanderesse. Je n'aimerais pas aussi, je n'aimerais pas rappeler à la demanderesse le prescrit de l'article 300 du Code du travail que lorsque un inspecteur du travail établit un procès verbal de non-conciliation, celui-ci est différent du procès verbal de carence qui vaut procès verbal de non-conciliation. Ça, je n'aimerais pas le rappeler à la partie défenderesse. Ça veut dire que nous nous sommes présentés lors de la procédure de conciliation. Et deuxièmement, nous avons aimé aussi voir que la partie demanderesse n'a plaidé qu'avec nos conclusions en main, sans pour autant aussi faire allusion à ses propres conclusions qu'il nous a communiquées tardivement. Ça, j'ai aimé parce qu'il nous a aidé à économiser un peu le temps. Et troisièmement, nous sommes en matière de travail. J'ai vraiment aimé le retour de la plaidoirie de la partie demanderesse. Mais quand même, ce qui a été un peu frustrant est que on ne plaide pas avec assez de pièces pour étayer ces moyens. Je commençais par les faits de la présente cause. Nous serons vraiment très bien présentés. La partie demanderesse a été bel et bien engagée par l'Université catholique du Congo, défenderesse dans la présente, où elle a commencé par un contrat d'essai. Et l'essai a été satisfaisant, ce qui a fait que le 15 juillet 2016, parce qu'il a été recruté le 31 mars 2016, où elle a commencé son essai, et le 15 juillet 2016, on confirme son contrat.
Et lors de son engagement, elle a commencé comme secrétaire administratif, comme ils l'ont bien dit, dans la faculté de droit. Puis, l'année qui suit, elle a été transférée à la faculté d'économie et de développement. Et là, la partie demandeuse a dit tout vrai. C'est en 2023 qu'elle sera encore déplacée de la faculté d'économie à la faculté de philosophie. Et que, depuis son engagement, l'université catholique ne peut pas imputer des choses qui ne sont pas vraies. La partie demandeuse s'est rappelée que ce sont des prêtres. Nous ne pouvons que dire. Donc ça veut dire que l'université catholique n'a jamais menti en aucun moment. C'est lorsqu'elle a été engagée, nous n'avons jamais eu d'accrochage avec la partie demanderesse. Pas d'accrochage. Et évoquant la convention collective comme ils l'ont évoqué, la partie défenderesse a toujours pris le soin de prendre en charge les soins médicaux de tous ses agents, comme ils l'ont dit, parce que l'université catholique a une convention avec l'hôpital Bondeko. Je ne voudrais pas dire encore que c'est un hôpital qui est prêtre, pour ne pas dire aussi, comme la partie de Monderès a dit, que ce sont juste des soins qu'on donne, des soins pour des maux de tête, peut-être pour des diarrhées. Ça veut dire que pour d'autres maladies, Bondeko ne soigne pas, d'autant plus que ça appartient aux prêtres. Donc nous retenons que selon la partie de Monderès, donc Bondeko qui a la convention avec l'université catholique ne soigne que de maladies pénibles. Ça nous choque quand même, mais nous ne faisons pas état de cela. Nous progressons. La partie de Monderès a toujours reçu de soins, elle ainsi que toute sa famille. Et ça fait qu'un jour, c'est en 2023 que tout va basculer. La demanderesse accumulera toujours, je ne dirais pas de prétexte, accumulera de maladies qui seront toujours accompagnées de pièces qu'elle déposait. Ça, on ne le nie pas. Elle avait des pièces qu'elle déposait. Elle déposait toutes ces pièces-là. Ça a toujours été pris en considération par l'université catholique qui est défenderesse, dont la présente. Elle déposera une attestation médicale pour solliciter un repos médical signé par un seul médecin. La demanderesse l'a dit. L'université catholique a demandé à la partie demanderesse que sur base de la convention collective qui nous lie, vous devez nous déposer au secrétariat général académique une attestation médicale signée par 3 médecins comme prévu dans la convention collective. Sur base de cette demande de la partie demanderesse, elle a obtempéré et a déposé devant le secrétariat général académique une attestation médicale dûment signée par 3 médecins comme prévu dans la convention collective. Que c'est sur base de tous ces éléments qu'un congé de 15 jours lui a été accordé. J'appuierai avec les pièces lorsque je vais développer pour vous. Et qu'après ce congé de 15 jours, elle sollicitera encore un autre congé qui lui sera encore accordé. Une fois de plus. Que plus tard, au mois de janvier 2024, la défenderesse reviendra encore pour solliciter un congé maladie qui lui sera encore accordé. Et ce congé allant du 22 janvier au 22 février, même mois, soit le mois de janvier. Donc, que pendant cette période de congé, le contrat est suspendu. En matière du travail, pendant la période de congé, le contrat est suspendu. Et que la demanderesse, pendant cette période de congé, c'est en ce moment-là qu'elle se décidera de résilier son contrat de travail qui, selon elle, avec pour motif non-assistance et manque de considération
de la part de la défenderesse, l'Université catholique. Je vais attaquer mon devoir. Comme je l'avais dit, et je le répète, j'ai vraiment aimé le retard de la partie demanderesse, bien qu'à la fin, ça s'est transformé en un pinceau. Nous avons soulevé un moyen, parce que j'ai dit que nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, parce que la demanderesse a plaidé juste avec nos conclusions en main, et je n'ai pas vu, moi avocat, représentant la partie défenderesse, où il a touché à ses propres conclusions, mais nous n'en faisons pas. Nous avons évoqué le fait de l'irrécevabilité du procès verbal de non-conciliation établi par l'inspecteur du travail, et c'est tiré de la violation de l'article 194 du Code du travail. Le confrère a bien dit que le Code du travail est entré en vigueur en 2002, bien qu'il a aussi reçu de modifications. Mais bien avant, bien qu'il évoque le fait que l'inspecteur a plus de 22 ans d'expérience, je ne lui rappellerai pas, rappeler au confrère, mais demanderai que sous l'égide de l'ancien code, le même prescrit était repris dans l'article 159. Ça veut dire, si j'avais avec moi ici un modèle de prestation de serment des inspecteurs du travail sous l'égide de l'ancien code, j'allais vous le présenter parce que c'était un serment écrit comme le dit aussi la loi. Nous revenons à l'actuelle loi où on dit clairement qu'à l'article 194 du Code du travail, que les inspecteurs du travail, avant d'entrer en fonction, doivent prêter serment. On a étayé le serment qu'ils vont prêter et on le dit, le dernier alinéa le dit clairement que ce serment est fait par écrit. Nous sommes conseil de plusieurs personnes morales devant la cour d'appel et copie est versée au dossier administratif de l'agent. Cet agent, c'est qui? C'est l'inspecteur du travail. J'ai en main le procès verbal de non-conciliation établi par l'inspecteur. Je ne voudrais pas le citer de nom, bien que son nom est repris, je ne voudrais pas le citer de nom, où il dit: inspecteur du travail et officier de police judiciaire dûment assermenté sous le numéro, vous allez le lire, près la division provinciale de l'inspection du travail de Kinshasa Limité. Il est dit lui-même, noir sur blanc, qu'il est assermenté près la division provinciale de l'inspection du travail à Kinshasa Matete. Nous nous posons la question, celle de savoir qui avait reçu son serment. Parce que l'article 194 du Code du travail dit clairement que les inspecteurs du travail, avant d'entrer en fonction, prêtent serment par devant la cour d'appel et que ce serment est prêté par écrit. Je souligne bien, ce serment est prêté par écrit. Je pensais peut-être que la partie demanderesse pourrait mettre à notre disposition, nous, partie défenderesse, un quelconque procès verbal des prestations de serment pour que nous puissions critiquer ce procès verbal. Nous ne l'avons pas. Parce qu'on le dit clairement que ce serment est un serment écrit. Et là, vous verrez que le serment qu'il a prêté, il a prêté par devant la division urbaine. Je ne sais pas, devant son directeur provincial ou qui. C'est déjà en violation de l'article 194 du Code du travail. Dans nos conclusions, nous avons été plus prolixes, où on a même mis à la disposition de la partie demanderesse la jurisprudence ainsi que des doctrines en la matière. Nous leur avons communiqué nos conclusions le 3 septembre. Nous plaidons aujourd'hui, nous plaidons aujourd'hui 26. Ça veut dire qu'ils ont eu tout le temps de nous rencontrer. Chose qu'ils n'ont pas fait, ils se sont juste évertués à nous rappeler, comme si nous étions en matière pénale, la Torio Inkumbi Probation. Parce que nous, quand nous avons conclu, il a plaidé avec nos conclusions en main. Il a vu que nous avons conclu sur ces moyens préalables et nous avons même étayé avec la doctrine ainsi que la jurisprudence. Et sur ça, avec ce que je viens de développer, vous comprendrez que l'inspecteur du travail qui a établi ce procès verbal
n'est qu'un inspecteur de police judiciaire, un OPJ. Un inspecteur de police judiciaire qui de surcroît n'a jamais prêté serment par devant la cour d'appel. Donc ça veut dire que la cour d'appel n'a jamais reçu sa prestation de serment. Et mais quelle est la conséquence en droit d'une personne qui pose des actes sans pour autant avoir qualité? Ce n'est que la nullité. Et votre auguste tribunal n'aura pas de mal à le constater et que vous rejetterez ces procès-verbaux de non-conciliation. La loi a voulu aussi que, malgré que le contrat est suspendu, on peut quand même résilier sur quelques points qu'il a détaillés au préalable. Nous revenons au cas d'espèce. Nous revenons au cas d'espèce. Lorsque nous disons que le contrat avait été suspendu parce que la demanderesse dans la présente était sous le repos médical. Nous le disons pourquoi? Parce que la demanderesse a résilié son contrat de travail. Parce que quand j'ai développé sur les faits, je vous ai bien dit que à plusieurs reprises, elle a sollicité de repos médical qui lui a été accordé. Et le tout dernier lui a été accordé du 22 janvier au 22 février. Donc elle était sous repos médical. Et au terme de l'article 60 du Code du travail, le contrat est suspendu. Je mettrai à la disposition de l'auguste tribunal la correspondance de la demanderesse, dont accusé de reste. Permettez-moi de revenir vers vous pour vous apporter d'autres éléments relatifs. Ça veut dire que malgré les repos qu'elle a, elle dit pour d'autres éléments relatifs à ma santé après le soin et les repos obtenus au cours de ces derniers jours. Ça, c'est elle qui écrit. Les repos obtenus au cours de ces derniers jours. Ça, c'est la suite. Ça, c'est la demanderesse qui écrit une correspondance signée par elle qu'elle adresse au secrétaire général académique. Où elle dit très clairement que après le repos obtenu, je sollicite encore un autre repos où le contrat est suspendu et ne pouvait être rompu. Remarquerez que dans sa lettre, elle a reçu le repos médical qui allait du 22 janvier au 22 février. C'est au 1er janvier que celle-ci se décidera de résilier le contrat, alors que le contrat était suspendu du fait qu'elle est en repos médical. Nous dirons avec fort aise que le tribunal de Sion n'aura pas de la peine à constater cela, que la résiliation du contrat par la demanderesse a été faite pendant la suspension du contrat. Et ceci en violation de l'article 60 du Code du travail. Et que, par voie de conséquence, l'auguste tribunal constatera que cette résiliation a été faite de manière abusive de la part de la demanderesse et qui constituait une faute lourde de sa part. Le tribunal de Sion dira pour tout droit, pour le premier moyen que nous avons évoqué, non fondé la résiliation du contrat de travail de la demanderesse. Nous allons maintenant sur le deuxième point, le deuxième moyen que nous avons soulevé sur l'imprécision du motif de résiliation. Le tribunal d'Estaillon constatera avec moi que la lettre de résiliation de contrat, c'est vraiment une lettre où on a pris le temps d'écrire. Plusieurs pages se sont dégagées
juste pour une lettre de résiliation des contrats. J'aimerais commencer par évoquer d'abord l'article 72, comme l'a évoqué la partie demanderesse, pose le base sur la résiliation d'un contrat en matière du travail. Dans sa lettre de résiliation de contrat, malgré toute la narration qui est contenue dans cette lettre de la demanderesse, et vous le comprendrez que c'est in fine qu'elle va dire à la partie défenderesse qu'elle résilie son contrat pour non-assistance et manque de considération. Quelle est la loi en matière du travail? Lorsque nous, employeurs, nous résilions les contrats des travailleurs, lorsqu'on nous a traités devant les tribunaux, on nous dit toujours le motif est imprécis. Faute lourde de la part de l'employeur pour imprécision du motif. Condamner l'employeur parce que dans sa lettre de résiliation de contrat, le motif n'est pas précis. Mais aujourd'hui, nous sommes en face de la partie demanderesse qui résilie le contrat. Lorsqu'elle s'évertue à dire seulement que voilà, je n'ai pas été assisté, il y a eu manque de considération de ma part. Vous a-t-il dit comment, où et quand? Sincèrement, nous peut-être, nous ne sommes pas des aveugles quand même, mais nous n'avons pas vu elle a dit ça. Parce qu'elle se limite à dire qu'elle résilie son contrat de la défenderesse pour non-assistance et manque de considération repris par le Code du travail. Est-ce que ce motif est repris? Je ne pense pas, parce que j'ai longuement interrogé d'abord. Et de tout ça, il ressort très clairement que dans sa décision de résiliation de contrat, il y a imprécision notoire du motif. Et que le tribunal d'Essayons n'aura pas de peine à relever cela et à dire pour de droit abusif, encore une fois de plus, la décision de résilier le contrat de travail de la part de la demanderesse. Attendu que surabondamment, je dis surabondamment, le tribunal d'Essayons, vu le pièce que nous allons déposer dans le dossier, constatera que le soin donné à la demanderesse, qui du reste sont spéciales, l'ont été dans un centre hospitalier du concluant. Parce que la demanderesse ne le refusera pas, comme je l'ai dit lors du début de mon propos, que la demanderesse qui représente l'Université catholique du Congo a conclu un contrat, une convention avec l'hôpital Bondeko, où tous ces agents reçoivent des soins médicaux ainsi que leurs familles. Ils ont parlé de l'économie de l'article 43 de la convention collective qui lie l'ICC à l'hôpital Bondeko. La partie demanderesse a estimé que l'Université catholique du Congo défenderesse dans la présente ne l'a pas suffisamment accompagnée au vu de sa correspondance du 23, où elle dit dans cette correspondance-là que bien que l'hôpital Bondeko l'ayant soigné, elle s'est concertée avec sa famille, elle qu'elle devait aller à l'étranger pour recevoir des soins appropriés. À la lumière de l'article 43 de la convention collective, qui a aussi été évoqué par la partie demanderesse. Que dit cet article? L'employeur supporte les soins médicaux dispensés à son personnel et aux membres de leur famille, chose qu'on n'a pas contestée. Pendant le congé, elle a reçu des soins pendant le congé. L'agent et sa famille ont droit
aux soins médicaux dans les formations médicales agréées par l'université. Je souligne, agréées par l'université. Et je continue. En cas de congé, on dit en cas de congé hors du lieu du travail. En cas de congé hors du lieu du travail. Or, madame, la demanderesse de la présente ne vous a présenté quelconque document qui attesterait qu'elle ne serait pas au Congo. Ça veut dire que même les repos médicaux que la défenderesse de la présente l'a accordé, il a consommé ici et a reçu des soins médicaux dans un centre agréé, nous soulignons, agréé par l'université. Et que nous continuons. En cas de congé hors du lieu du travail et en RDC, les soins de santé sont soumis à l'aval préalable de l'employeur, qui pourra participer aux frais engagés par son personnel dans la limite de l'acceptable, et c'est après vérification de pièces y afférentes. Je ne me limite qu'à ce point, qui est si éloquent. On vous dit ici, lorsqu'on dispose, qu'on devrait restituer, qu'on devrait restituer. Mais est-ce que, dans l'économie de l'article 43 de la Convention collective, est-ce que ça a été respecté par la demanderesse? Nous dirons non. Parce que comme je l'ai dit, peut-être ça a frustré la partie défenderesse, où j'ai vu que c'est elle qui est la partie demanderesse, qui devait plus étayer à l'appui avec pièces ses prétentions. Qui devait étayer avec pièces à l'appui ses prétentions. Nous restons que dans la limite de la loi. La convention collective, c'est la loi entre parties. Ça nous régit. Et elle avait connaissance de cela. Vous constaterez qu'il y a imprécision. Donc, le motif de résiliation de la partie du contrat de travail par la partie demanderesse, parce que les motifs évoqués ne que loufoque. Le motif n'est que loufoque. Nous allons maintenant, sur l'autre point, soit condamné au paiement de 36 mois de sa dernière rémunération pour, soi-disant, faute lourde dans le chef de la défenderesse. À moins que j'ai dormi. Mais, avec mes deux oreilles que j'ai, je n'ai pas vu à suffisance où, pièce à l'appui, moyen au devant, où la partie demanderesse a pu convaincre l'auguste tribunal que la partie défenderesse devrait être condamnée pour le transfèrement de son dernier salaire. Donc, n'ayant pas fait cela, nous ne voyons pas pourquoi est-ce que nous allons longuement épiloguer quant à ça. Vous allez juste et simplement rejeter cela. Nous allons encore sur le moyen évoqué par la partie demanderesse tendant au remboursement de l'équivalent de 500 $ et du paiement de l'équivalent de 50 000 $ au titre du dommage et intérêt. C'est un droit. Solliciter quelque chose d'un tribunal, on est libre de le faire. Très libre de le faire. Ils ont sollicité. Mais entendu que ces chefs de demande sont infondés au vu de développement antérieur que nous venons de faire, et infondés dans la mesure où la partie demanderesse, la partie défenderesse que nous sommes, nous sommes catholiques, a payé le soin et autres factures qu'elle ne voit pas où elle a préjudicié la partie demanderesse. Donc, on ne voit pas pourquoi est-ce que, ayant accompli notre devoir comme le veut la loi et aussi comme le veut la convention collective, comment est-ce que nous serons commis à payer 50 000 $? Nous ne voyons pas. Et du reste, le tribunal décéant
n'aura pas aussi de peine à constater cela et à dire pour toi que ce chef de demande de la demanderesse dans la présente ne repose sur rien et ne le rejettera que simplement. Disposons de ce non. À l'office tribunal de dire, par ces motifs, sous-titre réserve générale quelconque, il plaise à l'office tribunal de dire la présente action pour violation de l'article 194 du Code du travail, dû c'est que l'inspecteur du travail n'a prêté serment devant la cour d'appel, à défaut de le faire. Dire irrécevable quant à la forme, la présente acte et la rejeter pour sa non-fondée. Rejeter toute demande de réparation d'un quelconque préjudice, condamner la demanderesse au fait d'instance. Et ce sera justice. Oui, on vous donne 5 minutes. Merci parce qu'il y a beaucoup. d'autres chambres qui ont... 5 minutes. Monsieur le Président, nous sommes très contents devant leur propre contraste, contradiction. Je commence rapidement de manière laconique. Monsieur le Président, certificat médical signé par un seul médecin en date du 16 novembre 2023. Il est là. Il y a le rapport médical signé par 3 médecins en date du 21 novembre. Il est là. Par outrecuidance malencontreusement machiavélique, on va nous communiquer l'attestation de repos médical signée le 16 novembre, sans accuser de réception. Je mets au défi la défenderesse de produire par devant vous une attestation de repos médical accusée par ma cliente. Il n'y en a pas, parce que nous tous, nous avons des accusés de réception communiqués. Toutes nos lettres contre accusés de réception. Je mets au défi la défenderesse de produire par devant vous une attestation médicale, attestation de repos accusée par ma cliente. Donc vous verrez que de par la chronologie de fait, c'est impossible. C'est impossible, c'est infaisable parce que le 16, vous rejetez le certificat médical, le même 16, vous octroyez le repos médical. Monsieur le Président, c'est superfétatoire. Donc vous allez purement rejeter ce moyen. Je veux revenir dans nos notes de plaidoirie. Nous allons être polis, Monsieur le Président. Nous avons toute une foultitude de pièces communiquées par la partie défenderesse et nous allons déposer par devant. Nous allons produire au débat. Malheureusement, en matière du travail, le ministère public demande toujours la faire en communication. Monsieur le Président, ils ont pris soin. Ils ont déjà pris soin de la défenderesse, de la demanderesse. Preuve à l'appui. Mais nous nous demandons de rembourser le peu d'argent que nous avions déjà commencé à nous prendre en charge. Aucune fois, Monsieur le Président, je dis par devant vous, la demanderesse n'a pris soin de prendre en charge la demanderesse. Aucune fois. Elle ne se contente seulement à rembourser. Si vous achetez l'aspirine, il faut introduire la facture et il vous rétrocède la facture. C'est-à-dire que vous payez 500 francs à la pharmacie, vous faites entrer 500 francs et elle va payer par la suite. Toutes les preuves là, ce sont nos factures à nous que nous faisons entrer. Mais devant l'impossibilité de l'employeur, du travailleur, n'ayant pas l'argent sur place, il doit attendre que la défenderesse rembourse ses propres moyens. Et s'il n'a pas l'argent, comment il va se faire soigner? Elle ne fait que rembourser. Donc vous êtes là, vous donnez des factures et elle rembourse. Donc c'est superfétatoire. Et en dernier lieu, je ne sais pas si mon confrère va rapidement ajouter, l'inspecteur du travail. Nous allons rapidement revenir sur la prestation du serment de l'inspecteur. Monsieur le Président, le principe actor in cum probatio n'est pas un principe consacré au droit pénal. Ça, c'est une absurdité. En tout cas, c'est un principe en droit que tout celui qui allègue les faits doit apporter la preuve contraire. L'inspecteur dit, j'ai dûment prêté serment. S'il vous plaît,
Soyez élégant. Il faut être élégant quand même. Monsieur le Président, il a dit, il a prêté serment. Dûment. Et l'obligation de l'article 194 est faite à ce même inspecteur de verser dans son dossier administratif de preuve. Mais si vous dites que non, il n'a pas prêté serment, où est la preuve contraire? Mais ce sont les ABC de droit, Monsieur le Président. Ce sont les ABC. Apportez les preuves contraires. Et ce sera justice. Mais si vous n'avez pas apporté la preuve contraire, nous ne sommes pas en droit capverdien, sao-tomien, bissau-guinéen. Nous sommes en droit congolais qui est un droit écrit, basé essentiellement sur des preuves. Et en matière civile, les preuves sont hiérarchisées. La preuve écrite, il n'y en a pas. La preuve contraire. Monsieur le Président, nous allons être abondants. Dans nos notes de plaidoirie, nous avons tout un, je ne sais pas, une pile de pièces. On va verser au dossier. Et souverainement, vous allez, je ne sais pas si... Vous allez constater que le plus grand problème de la partie défenderesse, ce sont les preuves. Parce qu'en matière civile, la preuve est hiérarchisée. Elle vous dit tantôt, Monsieur le Président, qu'elle a donné, le congé sollicité par la demanderesse avait été donné. Mais où est la preuve? Où est la preuve, Monsieur le Président? Aucune preuve. Et elle vous produit, elle parle de l'attestation de repos médical sans accuser de réception. Mais on est où là? On est où? Dans quelle administration, Monsieur le Président? Où il n'y a aucune accusée de réception. Mais la suspension ne se présume pas. Le congé, ça ne se présume pas. Lorsqu'elle a demandé, il fallait que la partie défenderesse puisse répondre à sa lettre. Et c'est là, la lettre devait avoir une accusée de réception. Mais chose qui n'a pas été faite. On ne vous a pas présenté cela. La partie défenderesse prétend encore qu'il y a une précision du motif dans la lettre de résiliation du contrat. Mais moi je m'étonne parce que la demanderesse a parlé de la non-assistance et la non-considération. Mais que nous disent les articles 72 et 73? Lorsque il y a résiliation du contrat pour faute lourde de l'employeur, c'est lorsque l'employeur a manqué gravement à ses obligations. Et le Code du travail en vigueur donne comme obligation l'obligation à l'employeur de prendre en charge le soin de santé de ses employés. Chose qui n'a pas été faite. Elle vous dit tantôt que, voilà, la dame, s'il vous plaît, Monsieur le Président, que tantôt, la dame a toujours reçu de soins. Mais ce n'est pas parce qu'on a reçu de soins en janvier 2022 que lorsqu'on sera malade en janvier 2023, on ne pourra pas recevoir de soins de santé. Mais quand même, Monsieur le Président. Et les actes d'improbité, c'est quoi l'improbité? Parce que j'ai l'impression que la partie défenderesse n'a pas essayé de chercher dans le dictionnaire c'est quoi l'improbité. L'improbité, c'est tout simplement le manque, l'absence de probité. Et c'est quoi la probité? C'est le manque de la bonne foi. Tout au long de notre plaidoirie, Monsieur le Président, nous avons démontré la mauvaise foi de l'employeur. Sa mauvaise foi de ne pas répondre aux lettres aussi importantes écrites de la part de la demanderesse. Voilà, Monsieur le Président, nous serons abondants dans nos notes de plaidoirie. Je vous remercie. Oui, mais je voudrais que vous réagir par rapport à la lettre. Ah, d'accord. Oui, merci beaucoup. Merci, monsieur. Du 23 janvier 2024. Et merci, heureusement, Monsieur le Président. Merci, monsieur. Nous, dans un contexte de plusieurs lettres qui se suivent. D'abord, il y a la sollicitation du repos médical qui n'a jamais été autorisée. Il y a le rappel. Mais maintenant, cette lettre fait référence au certificat médical lui octroyé. Et elle explique dans cette lettre-là qu'au-delà de ce repos lui accordé par les médecins, il sollicite ensuite l'accompagnement, son accompagnement. Mais on n'en parle pas, Monsieur le Président. Une institution comme la défenderesse ne peut pas agir sans pour autant. C'est une organisation sans des preuves. Nous avons dit, c'est notre propre lettre. C'est à nous de donner le contenu de cette lettre-là. C'est notre propre lettre. On fait référence au certificat médical. Nulle part dans sa correspondance, il fait référence à son attestation de repos. Voyez-vous? Donc, nous disons... Donc, pendant que vous avez écrit cette lettre-là, vous êtes à quel état? Monsieur le Président, pendant que nous avons écrit cette lettre-là, nous n'étions pas en congé parce que le 17, l'employeur nous a contraints à faire la remise et reprise. Les 17, c'était déjà dans la période de congé.
de congé sollicité par le médecin. On nous a contraints à faire la remise et les prises à la faculté de philosophie. On n'était pas en congé. Qui nous prouve la preuve contraire? C'est ça, monsieur le président. Il n'y a pas de preuve. On n'était pas en congé et on n'avait jamais obtenu le congé de la part de notre employeur, ancien employeur. Jamais. Qui nous prouve que nous étions en congé? Ça, c'est notre propre lettre. C'est à nous de donner le contenu. On faisait référence au certificat médical. Nous avons dit. Pour la partie défenderesse, nous sommes encore plus fort aise de la réplique de la partie demanderesse qui sont des aveux où ils sont passés clairement aux aveux à la question lui posée. Je ne sais pas si le confrère peut être quand même décent. On vous demande, on vous dit ici, devant votre auguste tribunal, qu'ils ont toute une litanie de pièces à déposer dans le dossier. Heureusement qu'ils ont dit ces pièces-là, ils l'ont reçu de la défenderesse. Parce que quand nous plaidons là, maintenant là, là j'ai dit aux confrères, est-ce qu'il n'a nécessairement pris le soin de nous restituer nos pièces? Non. Parce qu'il a bien dit que les pièces dont il va faire état et qu'il va déposer dans le dossier par devant l'auguste tribunal, il a reçu de la défenderesse. Je le fais hâter, je le dis. Il a bien dit. Et si le greffier est en train de bien faire son travail, ça sera hâté. Ça a été hâté. Parce que maintenant, je ne parle pas de la défenderesse, je parle du confrère en tant que confrère. Parce que nous tirerons les conséquences de ça par devant le Conseil de l'ordre. Au moment où nous plaidons, le confrère ne nous a jamais restitué nos pièces. Le confrère qui est passé au cabinet, que j'ai reçu, je lui ai posé la question quant à nos pièces. Parce que je lui avais bien dit que nous allions. Je ne me rappelle même pas de ça. J'ai fait quand même lecture, et même aussi on fait lecture, de l'article 43 de la Convention collective qui lie les pactes. Il y a certains frais engagés qui doivent être soumis au préalable, à l'aval. À moins que ça soit méconnu. À moins que ça soit méconnu. L'article 43 de la Convention collective qui nous liait avec notre ex-employé l'a bien dit et souligné qu'il y a certains frais liés aux soins médicaux lorsqu'ils sont engagés doivent être soumis au préalable. On doit faire le distinguo entre la mort et je me réserve de ne pas le dire. Je continue. J'ai vu que dans leur réplique, ils ne m'ont pas rencontré sur les moyens que j'ai abondamment soutenus sur la faute lourde dans le chef de la démocratie. En une seule phrase, je n'aimerais pas rappeler par devant l'auguste tribunal que la résiliation de contrat en matière du travail dans le chef du travailleur vaut démission. Peut-être je pensais aussi peut-être qu'on allait me rencontrer sur ce point-là, mais on ne l'a pas fait. On a pris seulement certaines lignes liées aux soins médicaux. Or, le point capital est là. Le point capital est là. Je l'ai dit avec toute modestie, avec estime à mes confrères, que je ne voudrais pas rappeler Mme Wansanga ici que la résiliation du contrat par le travailleur vaut démission. Et bien lorsqu'on démissionne, il y a ce qui suit. Je serai plus prolixe dans ma note de plaidoirie. Nous sommes défendeurs, nous avons encore la parole. Parce que s'ils prennent la parole, nous serons encore obligés de prendre la parole. Ils sont demandeurs. Et sur ce point, nous parler d'un quelconque accusé de réception sur la question du repos médical. Nous vous avons brandi la correspondance du 23 janvier de la demanderesse. Et je suis quand même étonné et éberlué à entendre que la demanderesse dit lorsque on adresse une correspondance à quelqu'un, l'esprit de cette correspondance-là n'est soumis qu'à elle-même. C'est à elle-même d'interpréter sa correspondance. Je suis un peu éberlué sur ce point. Et je dirais que pour moi, de ma plaidoirie modeste que je fais, je trouve que mes moyens n'ont pas été énervés et nous serons plus
plus prolux sur notre note de plaidoirie. Article 194 du Code du travail. Parce que la partie demanderesse parle que l'inspecteur Alain Balomba a plus de 30 ans d'expérience. Tandis que le Code du travail a commencé en 2002-2016. Je ne sais pas. Avant 2002, le Congo n'avait pas un Code du travail. Or, si vous regardez bien, l'article 194 de l'actuel Code du travail, c'est le copier-coller de l'article 159 de l'ancien Code du travail. Un inspecteur du travail prête serment devant cour d'appel. Mais ici, l'inspecteur Balomba, c'est limite qu'il a prêté serment devant l'inspection provinciale du travail. Donc c'est en dehors de la loi. Ont été les ennemis. Pardon. Parce que nous avons pris la parole en premier. Un bon plaideur sait que en matière civile, les demandeurs commencent par communiquer les pièces. Et après conclusion, nous répliquons. C'est la démarche que nous avions entreprise dès le début. Donc on ne veut pas, on a tout dit. On va répondre dans la note de plaidoirie. Mais monsieur le Président, lorsque l'estimé confrère nous dit, mais taxe-moi, m'indexe-moi, avoir dit tout haut, selon lui, que nous avons utilisé leurs propres pièces. Mais c'est grave. C'est comme qui dirait que nous n'avions jamais communiqué les pièces à la défenderesse, alors que nous avons communiqué les pièces qui sont cotées et paraffées. Alors nous avons utilisé nos propres pièces à nous. Alors, il faut être élégant même devant la barre, devant le tribunal. C'est ça le principe de la confraternité. C'est ça le principe. Il faut être élégant. Nous avons dit, Monsieur le Président, nous allons être prolux, nous allons être prolux. La parole est accordée à Monsieur le Procureur pour son avis. Merci pour la parole que vous nous accordez. Avant d'être dit ce qui doit être dit, nous nous permettons, Monsieur le Président, de commencer par une courte définition, qui est le travail. Monsieur le Président, le travail est défini comme étant une activité humaine dans laquelle un travailleur observant les lieux de subordination s'attend à prester les tâches qui lui ont été confiées par l'employeur et s'attend à une rémunération. Par là, vous constaterez que le travail vise la prestation d'une tâche, la rémunération et aussi les liens de subordination. Les constituants congolais, dans l'article 36, bien évidemment, nous parlons de notre loi fondamentale, prône le fait que le travail est un droit et aussi un devoir sacré. Le même constituant va plus loin pour protéger tout citoyen congolais, protéger son travail et aussi éviter à ces derniers de tomber dans le chômage. Monsieur le Président, le droit du travail, en réalité, est une branche complexe. Aller vite en besogne serait de mettre en péril l'une des parties au contrat. Par devers votre tribunal, il y a un demandeur et un défendeur, c'est-à-dire il s'agit bien d'un litige individuel du travail. Chacune d'elles a présenté les pièces afférentes au dossier et c'est le tour de l'officier judiciaire public de donner son avis. Mais vu la complexité, Monsieur le Président, qui régorge cette matière, qui du reste n'est pas bénigne, il plaira à votre auguste tribunal, au regard de l'article 32, alinéa 2, de la loi portant organisation et fonctionnement du tribunal du travail, de nous communiquer ce dossier afin que un avis écrit soit émis dans ces dossiers et c'est dans le délai de la loi et ça c'est beaucoup, Monsieur le Procureur. Le tribunal communique le dossier à l'office du procureur de la République et demande à toutes les parties de déposer les pièces et conclusions dans le délai
Oui, mais je vais une affaire à télé le lundi. Si les tribunaux peuvent nous accorder à déposer